Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour Richie. Bonjour Amina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, tu as écrit Arrachons une vie meilleure que tu dédies aux résistants d'hier et d'aujourd'hui, mais surtout à ceux de demain. Tu reviens sur plusieurs thématiques, dont la naissance de ton engagement, le racisme anti-tzigane, ainsi que ce que tu nommes la dérive autoritaire depuis 2018. Alors, première question, pourquoi avoir écrit ce livre et pour qui ? Alors déjà, moi, je l'ai écrit en la mémoire d'une femme très importante pour moi. On l'appelait chez nous la biche, parce que chez les voyageurs, on se donne des surnoms. C'était ma grand-mère, et je lui avais promis de mettre sur papier les valeurs qui lui tenaient à cœur, qu'elle m'a cédées. Et elle nous a quittés, elle est disparue en 2021. Et donc, c'était pour moi un acte important que d'écrire cet ouvrage, de lui dédier pour faire honneur à sa mémoire, honneur à la génération qui a été la sienne. Une génération qui a subi un génocide durant la période de la Seconde Guerre mondiale, une génération qui a été internée par la police française en France. Et donc c'était important pour moi de rester digne comme elle l'a été toute sa vie et d'être fidèle à l'engagement qui est le mien depuis l'âge de mes 14 ans au sein du mouvement des Gilets jaunes notamment. Et c'est une forme de cri du cœur contre l'injustice. C'est un message que j'envoie aussi aux jeunes qui, comme moi, viennent de milieux populaires, qui, comme moi, sont issus de minorités, qui ne sont pas engagés politiquement. Je leur dis, ayez confiance en vous et prenez le chemin de la lutte. Et vous verrez que c'est libérateur et ça émancipe. Donc il a cet objectif-là. Il a aussi l'objectif de donner une forme de claque, si je puis le dire ainsi, aux professionnels de la chose militante qui des fois ont tendance à se déconnecter du réel, parce que l'objectif c'est aussi de mettre des mots simples sur des souffrances et des réalités qu'on a tendance à bien trop intellectualiser. Donc c'est un bouquin qui a plusieurs objectifs, mais je pense qu'on va pouvoir en parler. Oui. Justement, tu disais aussi un de tes objectifs, c'est d'exprimer ta rage contre l'ordre actuel des choses et de ce monde pourri. Totalement. Tu vois, moi, en venant au studio tout à l'heure, je suis tombé sur un couple de retraités, de papis, qui étaient en train de faire les poubelles. Et je me dis, mais comment on peut accepter ça alors qu'il y a des gens dans ce pays, une petite minorité de milliardaires, qui a des milliards à ne plus savoir qu'en faire. Et oui, pour moi, ce monde-là, il est pourri, ce monde dans lequel des gens ont travaillé toute leur vie durant, se sont cassés le dos au travail, se sont cassés la santé au travail, qui, arrivés à la retraite, ne savent pas comment faire pour vivre dignement, je juge que c'est un monde pourri. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Jusqu'à l'âge de 80 ans, elle a dû aller travailler pour aider ses enfants et ses petits-enfants qui, eux, n'arrivaient même pas à vivre dignement avec leur salaire. Et donc moi, j'exprime ma rage profonde contre ce monde-là. La rage aussi qui consiste à dire que c'est un monde, sur le plan écologique, qui s'attaque à la vie, à la dignité, à la bonne santé des gens, et notamment des gens les plus précaires. Je pense à mon oncle qui a été ouvrier agricole et qui s'est démené au travail jusqu'à l'âge de 50 ans et qui maintenant est à 2 doigts de perdre la vue parce qu'il a été exposé à des intrants chimiques. Je pense à ce système qui concrètement au profit de la vente d'armes induit des massacres, et on le voit au Congo, on le voit en Palestine, on le voit avec les Sahraouis, on le voit avec les Kurdes. Moi je pense à toutes celles et ceux qui sont opprimés, qui sont la majorité des gens. Aujourd'hui, il y a une majorité de minorités qui forment en quelque sorte la majorité des gens qui souffrent, et contre toute cette souffrance, je pense qu'il y a un chemin, c'est celui de la lutte, c'est celui qui peut nous conduire à des jours meilleurs. Et je veux que nous empruntions ce chemin parce que pour moi, c'est une nécessité vitale aujourd'hui que de lutter. C'est pas juste une histoire de plaisir, mais c'est bien, quand on voit la misère, quand on voit les discriminations, quand on voit les oppressions qui prolifèrent, ça s'impose. C'est même pas une question de plaisir, d'engagement politique, c'est une urgence. Et justement, pour revenir un peu au début, comment est-ce que tu es tombé dans cet engagement politique ? Alors moi, j'y étais pas du tout destiné à l'engagement politique parce que mes parents n'ont jamais voté, n'ont jamais été syndiqués, ne se sont jamais engagés d'une quelconque manière. Et à l'âge de 14 ans, en 2018, il y a eu un mouvement... Et juste pour rappeler, parce que aussi la communauté tzigane a eu le droit de vote qu'en 2012. Tout à fait, c'est un des trucs que je rappelle dans le bouquin. Donc, la politique, ça nous était totalement étranger. Et moi, je dis même que j'appartiens à ces milieux qui sont assignés à l'apolitisme. Au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens à qui on disait, oui, mais qui disaient eux-mêmes d'ailleurs, on est apolitique. Et le terme a beaucoup été repris dans les médias.
Mais qu'est-ce que ça veut dire littéralement apolitique? Au sens étymologique du terme, c'est le A privatif de politique. Donc ça veut dire que les gens sont privés de la politique. On leur dit la politique, c'est pas votre affaire. Et ma famille, elle a intériorisé ça. Donc j'étais pas du tout destiné à l'action politique. Et en 2018, au mois de novembre, il y a un truc fantastique dans le pays, il y a le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, je me rends à 500 mètres de chez moi sur un rond-point. Mes parents, j'avais 14 ans, étaient un peu inquiets. Et là, je me mets à discuter avec des gens. Ça a été extrêmement enrichissant. Moi qui n'avais pas lu quasiment plus de 2 livres jusqu'à alors je me suis mis à lire Simone Veil, la philosophe, Paul Lafargue, du fameux droit à la paresse, qui formulait une très belle critique du travail en tant qu'activité aliénante. Je me suis mis, moi qui étais en échec scolaire total, eh bien, à m'en sortir et à prendre conscience que la connaissance et l'acquisition du savoir, elle est nécessaire pour, en quelque sorte, transformer ce savoir en arme pour se défendre face aux oppresseurs. Donc ça a été une arrivée à la politique par le feu, si je puis le dire ainsi. Et ça aussi, ça a été constitutif d'une autre manière de faire de la politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là, devant ces gens-là, à aller quémander la dignité. Et je suis conscient que tout ce que l'on peut avoir comme droit, ce sera le fruit de conquête. On devra l'arracher. Et d'où le titre « Arrachant une vie meilleure ». C'est-à-dire que jamais ils ne nous donneront ces jours meilleurs. On va devoir aller au combat, au front, pour les acquérir. Et d'ailleurs, moi, je suis étudiant en histoire parce que je m'intéresse justement d'une part à l'histoire des oppressions, mais aussi à l'histoire des émancipations. Et quand on se penche sur l'histoire des émancipations, à chaque fois, elles sont nées de mobilisation. Je pense, tu vois, à l'histoire de notre pays, que ce soit la Révolution française en 1789, celle de 1830, celle de 1848, la Commune de Paris en 1871, en 1936, les grèves joyeuses qui ont permis les congés payés, en mai 68, etc. Et la liste est longue. Et je pourrais même parler du maquis qui a été pris face à Vichy et aux nazis. Tout ça, ça prouve que si on veut avoir des droits, si on veut accéder à la dignité, ben on va devoir se battre et on va devoir s'engager. Et du coup, ça se fait uniquement par le combat, selon toi? Ouais. Alors, ça se fait par le combat, mais il y a mon bouquin, il y a 3 parties principales. La première, c'est de multiples sources d'indignation. C'est le fait que ce monde-là, il est pourri, comme on vient de le dire, tant sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan sociétal. Mais il y a une deuxième partie qui dit que l'action révolutionnaire, elle s'impose. Pour moi, c'est l'action qui s'impose face à l'inertie. Mais l'action, ça veut dire quoi? Moi, je pense que dans le milieu militant, on a tendance à perdre un temps énorme à se disputer pour savoir quelle est la meilleure forme de lutte. Eh bien, à la place de se disputer pour dire cette forme de lutte prévaut sur telle autre forme de lutte, eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est simplement penser une articulation de toutes les formes de lutte. C'est pour ça que moi, je pense que participer à une élection, qu'elle soit municipale, par exemple, construire un rapport de force dans le cadre d'un mouvement social, transformer un habitat abandonné en habitat collectif, toutes ces modalités de lutte sont aussi respectables les unes que les autres. Et puis, il y a aussi des pratiques à remettre au goût du jour. Moi, je pense notamment que la réquisition sociale, c'est une pratique qu'il faut remettre au goût du jour. C'est-à-dire que quand il y a des logements abandonnés, eh bien oui, il faut les saisir et il faut les occuper pour loger celles et ceux qui sont sans abri. Parce que chaque année, il y a des centaines de personnes qui meurent dans les rues de notre pays en France. Et donc oui, plutôt que de laisser mourir ces gens à la rue, on doit réquisitionner les logements. Pareil pour la question alimentaire. Dans un pays où il y a des gens qui crèvent de faim alors que justement il n'a jamais été aussi riche, eh bien il y a la nécessité de réquisitionner, et ça peut être une réquisition populaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'État nous donne du pain. Il faut nous-mêmes aller à la conquête de la boulangerie parce que les miettes, il y en a marre, quoi. Mais tu parles même d'avoir du sang dans les mains quand on est dans l'inaction aussi, comme tout à fait. Et moi, je pense que les politiques, d'une part, sont dans l'inaction face à la misère, face aux gens qui meurent au travail, face aux gens qui meurent à cause du froid, de l'indignité. Donc, en ce sens, ils ont du sang sur les mains, mais ils en ont davantage encore quand ils participent à ces politiques-là, quand ils participent à ces politiques qui conduisent à la misère sociale. Aujourd'hui, quand M. Macron, par exemple, condamne les Français à travailler jusqu'à 64 ans, eh bien, il a du sang sur les mains parce qu'il condamne des gens à se malmener au travail. Il condamne des gens à se casser le dos au travail. Et en ce sens, moi, je n'ai aucun respect pour ce genre de personnes qui sont capables, qui n'ont aucune humanité, d'envoyer des gens au charbon alors qu'il y a largement suffisamment de richesses dans ce pays pour avoir un modèle social qui progresse, un modèle social solide qui permette à tous eh bien, de quitter le travail le plus tôt possible pour pouvoir se reposer. Parce que la vie, ce n'est pas que le travail. La vie, c'est la lecture.
La vie, c'est passer des moments de joie avec nos proches, et ça, c'est ô combien important. Et je pense que les gens qui nous écoutent le savent et vivent au quotidien le fait qu'on n'a pas assez de temps pour profiter des nôtres. Pour moi, la vie, ça doit être aussi ça. Ça doit être une forme d'oisiveté, de création, de production artistique. Ça ne peut pas être qu'être enfermé devant l'établi toute sa vie durant. Je ne veux pas de cette vie-là, en tout cas, et je pense que dans ma génération, il y a une volonté profonde de rompre avec ce modèle-là qui est uniquement centré sur le travail, sur la production, où les êtres humains sont assignés un statut de producteur-consommateur. Non, la vie, ce n'est pas juste produire des marchandises et consommer des marchandises. Parce que ce système-là, déjà, il ne rend pas heureux. Et puis, en plus de cela, c'est un système qui est nocif sur le plan social et c'est un système qui conduit à la catastrophe écologique. Parce que c'est ce système qui, en quelque sorte, est centré et axé uniquement sur la production de marchandises qui conduit à la catastrophe écologique que l'on connaît, puisque c'est un système extractiviste qui ne voit la terre que comme un réservoir de matière. Et justement, tu dis avoir grandi en entendant parler de crise, de catastrophe, d'urgence en tout genre. Comment est-ce que ça, justement, ça t'a façonné et comment est-ce que ça a façonné tes opinions actuelles? Est-ce qu'on peut parler aussi d'une génération sacrifiée? Totalement. Moi, j'appartiens à une génération qui ne connaît que des crises, à qui on ne cesse de dire il faut que vous vous adaptiez aux crises. Il y a la crise écologique, il y a la crise sociale. Sur la crise sociale, on nous dit oui, mais il n'y a pas d'argent, il faut faire des économies budgétaires. Mais paradoxalement, on constate que même lorsque les sacrifices ils sont acceptés, il y a eu que ça ces dernières décennies, il y a eu que des réformes punitives, et on le voit dramatiquement avec l'assurance sociale, l'assurance chômage en ce moment. On le voit, ils veulent s'attaquer notamment aux arrêts maladie, ce qui est extrêmement grave. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même quand il y a ces imputations-là, eh bien la crise, elle perdure. C'est-à-dire qu'on a beau faire des sacrifices, pour autant, on ne jouit d'aucun bénéfice. Sur la crise sécuritaire, pareil. On nous dit qu'il y a une menace terroriste. Soit, elle existe, mais sous prétexte de cette menace terroriste, on vient imputer, on vient nous retirer des droits. C'est-à-dire que puisqu'il y a une menace terroriste, vous n'avez pas le droit de sortir, il y a des couvre-feux, machin, bidule truc. Il y a la crise sanitaire. Il y a toutes ces crises-là qui font que oui, effectivement, nous, on ne peut pas vivre normalement. Ma génération, c'est une génération sacrifiée. C'est une génération qu'on a laissée comme si elle était insignifiante. Et nous, aujourd'hui, on ne veut pas, et c'est aussi ce message-là qui est passé à travers ce livre, on ne veut pas se contenter de subir ces crises-là. On veut vivre, on veut avoir un peu de tranquillité, on veut sortir de l'urgence permanente. Et non, on ne veut pas s'adapter à ce monde de crise, on veut construire une société meilleure, une vie meilleure, une société plus apaisée. Parce que moi, dans ce bouquin, la conviction, c'est celle-ci, c'est que certes, le monde aujourd'hui tel qu'il est, il est pourri, mais on a largement les capacités et les compétences d'en bâtir un meilleur. Moi, à l'âge de 18 ans, une fois que j'ai terminé mon bac, avant de venir m'installer à Paris pour faire mes études, j'ai fait un tour de France qui s'appelait Sur le chemin de celles et ceux qui luttent, plus de 5000 km à pied et en stop à travers toute la France, et j'ai vu que les alternatives, elles existent. Il y a des chorales féministes, il y a des tiers-lieux qui sont repris, il y a des zones libres et protégées en forêt, il y a des écolieux, il y a des villages, il y a des assos, il y a des coopératives, il y a largement de quoi réinventer un autre monde. C'est-à-dire que toutes ces expériences, tous ces îlots d'utopie, de résistance qui existent, on peut les universaliser, on peut en faire une réalité pour toutes et tous demain. Et justement, est-ce qu'on peut, parce que quand on lit aussi ton livre et quand on t'écoute, est-ce qu'on a l'impression aussi d'écouter un programme politique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à l'avenir ou pas du tout? Moi, je considère que ce que je fais là, c'est déjà de la politique. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire que la politique, c'est juste aller mettre un bulletin dans une urne tous les 5 ans. Mais non, au contraire. Moi, la politique, c'est ce que j'ai vu sur les ronds-points. Pour moi, l'effervescence qu'il y avait sur les ronds-points des Gilets jaunes en France, elle est 1000 fois plus digne, 1000 fois plus riche sur le plan politique que les sinistres débats de l'Assemblée nationale. Et pour moi, la politique, c'est ça, c'est l'agora permanente, c'est le fait d'avoir cet entretien avec toi, d'imaginer, d'essayer de concevoir le monde tel qu'il veut être demain. Et ça, c'est la 3e partie, qui a été écrite à plusieurs mains avec certains de mes camarades. C'est l'idée de dire, voilà, il y a un autre monde qui est possible, une autre société bien meilleure, organisée de manière totalement différente. Et donc voilà, la politique, c'est ça, c'est pas juste les bulletins électoraux qu'on peut mettre dans des urnes, même si ça peut être à certaines occasions importantes et notamment dans cette période. Donc voilà, et moi je continuerai, je ne m'interdis rien, mais j'ai aussi une autre manière de faire de la politique. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma pratique du journalisme, et je fais du journalisme parce que c'est très important. Alors vous savez, tous les macronistes et les fachos sur Twitter, ils me disent, mais Richie, le journalisme,
journalisme, ça présuppose l'objectivité. Et alors j'ai mis quoi? J'ai mis dans ma bio journaliste avec la subjectivité du cœur, pour leur dire que si justement l'activité de journaliste, elle impose de prendre position, à partir du moment où tu assumes ton parti pris et que tu es honnête intellectuellement, tu peux l'avoir. C'est même une nécessité. Moi, je ne peux pas rester objectif face à des gens qui crèvent de froid dans les rues, dans des logements insalubres. Au contraire, ça impose de se documenter et de prouver qu'il y a des racines à ces mots MAUX. Donc voilà, la politique, c'est tout ça. C'est pas juste une forme d'activité. J'en fais et j'irai jusqu'au bout. Tu vois, moi, par exemple, je peux leur dire que ce que j'ai fait à la Fête de l'Humanité, en prenant d'autorité le micro d'Édouard Philippe pour rappeler qu'il avait du sang sur les mains et qu'il n'a rien à faire ici et que ce type-là, c'est un éborgneur, c'est des choses que je referai parce que oui, il faut rappeler cette vérité-là. Cette vérité-là, elle est tue par les médias dominants. Et donc, c'est à nous de la rappeler. On a un devoir de ne pas oublier tout ça. Le fait, par exemple, de rappeler à Macron au Salon de l'Agriculture que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques, c'est aussi un devoir historique de ne pas oublier que oui, notre pays et les conquêtes dont je parlais tout à l'heure en termes de droit, de démocratie, d'égalité, elles viennent de luttes. Voilà, moi, je suis fier d'appartenir à cette nation qui s'est mobilisée tant de fois pour dire que les monarques qui nous méprisent, eh bien, ils peuvent et on doit les faire tomber. Et je voulais aussi qu'on revienne sur ton identité. Tu dis que tu as compris pourquoi tes parents, dès ton plus jeune âge, t'ont aussi conseillé d'éviter de parler de tes origines et de dire que tu étais gitan. Et tu as du coup été d'une certaine manière obligé par la société de nier ton identité, ta langue, qui tu es, afin d'éviter de subir le racisme. Et les stigmatisations ainsi que les discriminations, est-ce que finalement tu as été réellement épargné ou au contraire on s'inscrit, c'est ce qu'on lit un peu dans ton livre, on a l'impression aussi de vivre dans un gouvernement où le racisme aussi est systémique? On vit dans une société profondément raciste. Et c'est pas juste, voilà, justement un point de vue politique. Moi, j'ai cette réalité-là profondément ancrée dans ma vie. Moi, comme tu le dis, voilà, mon père, il n'a pas voulu que j'apprenne à parler, il n'a pas voulu m'apprendre à parler romanesque, à parler manouche, à parler le voyageur, parce qu'il avait peur que j'en subisse les frais, que j'en paie les conséquences, comme lui l'a vécu dans sa vie. Moi, j'ai été en échec scolaire jusqu'à mes 14 ans, avant d'arriver à la politique, qui a été salvatrice pour moi, l'engagement politique et l'activisme. La génération de mes grands-parents, je le disais, elle a vécu en France un internement. Le droit de vote pour les voyageurs, c'est 2012. Tout ça, c'est des réalités. Donc oui, il y a un racisme profond dans cette société qui est latent. Et je pourrais aussi parler, j'en parle dans le bouquin d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, de Aurélie Garand, de son frère notamment Angelo, qui a été assassiné en 2017 par le GIGN. Oui, il y a des voyageurs qui sont tués, qui sont pris pour cible par la police. Beaucoup, en fait, on n'en parle pas, c'est totalement invisibilisé. Mais parce que dans ce pays, tu vois les voyageurs, les gitans comme le pouvoir, comme c'est connu de manière plus populaire, tout comme les Noirs et les Arabes, ce sont des populations qui, aux yeux des dominants, ont moins de valeur et qui donc peuvent être tuées impunément par la police. Donc tout ça, j'essaie d'en parler, j'essaie de mettre des mots aussi et de sortir de l'angle mort ce racisme qu'est l'antitiganisme. Et regardez notamment la phrase de Macron durant le mouvement des Gilets jaunes qui dit sur Christophe Détinger, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Le mec dit ça sur Christophe Détinger parce que c'est mon ami, il est voyageur, et personne n'a retenu ça à l'époque. Moi, je n'ai pas le souvenir d'une organisation antiraciste mainstream qui s'est levée pour dénoncer ces propos racistes. On pourrait citer les propos d'Éric Zemmour également dans sa campagne en 2022 contre les voyageurs. Et on pourrait citer Hervé Marseille, le sénateur, qui dit pendant les débats sur la réforme des retraites sur LFI, c'est un conte gitan. Et tout ça, ça prouve que oui, il y a un racisme profond. Et moi, j'ai envie de dire aux petits voyageurs comme moi, n'ayez pas honte de votre identité. Soyez fiers, revendiquez votre tsiganitude, comme les gens comme Aimé Césaire ont revendiqué la négritude. Voilà, on n'a pas à s'effacer. On n'a pas à effacer notre identité. Soyons fiers de qui on est, réapproprions-la nous et mettons-la en avant. Et engagez-vous. Voilà, ne restez pas, ne vous laissez pas cracher dessus. Et le message que je fais passer aux voyageurs, mais c'est aussi un message que je fais passer aux gens en général dans ce bouquin, c'est on n'est pas là pour se laisser cracher dessus, on n'est pas là pour courber les chines. Nos vies, elles valent tout autant que les leurs. Donc soyons debout, soyons fiers, mettons-nous à discuter, mettons-nous à écrire collectivement, mettons-nous à nous organiser pour réfléchir à quelle stratégie on peut mettre en place pour faire tomber ce système qui ne génère que du malheur. Car oui, la société telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle rend malheureux les gens. Et d'ailleurs, même les gens qui ont des situations sociales à peu près confortables sont malheureux, parce qu'on est dans une société, et ça j'en parle aussi, qui est en quelque sorte assujettie à des cadences infernales, où les gens n'ont pas le temps de vivre, le temps d'apprendre à vivre. On est dans une société qui pousse toujours à aller de plus en plus vite. On est dans une
société polluée, on respire un air malsain. Je veux dire, on vit dans une société qui est aliénante, qui est oppressante, qui est oppressive. Et ce bouquin-là, c'est pas le bouquin d'un intellectuel, c'est pas l'ouvrage d'un mec qui a la science infuse, qui vient vous apprendre des choses. Non, c'est juste un témoignage, une forme de cri du cœur d'un gars qui, comme vous, souffre de la condition à laquelle on nous assigne aujourd'hui et qui veut en sortir, qui veut que nous réfléchissions collectivement à comment en sortir. Parce que j'ai aussi beaucoup d'espoir, un espoir lucide, parce que ce que l'on voit depuis le mouvement des Gilets jaunes, en passant par Sainte-Soline jusqu'à Nanterre avec les émeutes qui viennent du mot émotion, c'est qu'il y a quand même une effervescence dans le pays. J'aurais pu parler de Nuit debout, j'aurais pu parler des magnifiques nuits décoloniales que l'on connaît en ce moment avec toute ma génération qui se soulève parce qu'elle dit que contrairement à nos gouvernants, on ne veut pas être complice du génocide en cours en Palestine. Il y a une vraie effervescence dans le pays. Alors bien sûr, ils sont fébriles, donc ils nous font faire des gardes à vue. Moi j'en ai fait 6 en 2023, plus de 150 heures détenus arbitrairement, et ça a donné lieu à chaque fois à des classements sans suite. On m'a arrêté pour des motifs hyper buesques, mais ça ne doit pas nous décourager, ça doit nous montrer au contraire que le pouvoir il est fébrile, il a peur face à cette effervescence populaire. Donc moi je dis aux gens qui nous écoutent dans leur foyer, gardez cet espoir-là, mais non pas un espoir qui vous assigne à l'apathie, à l'inertie, un espoir qui vous conduit à être actif, à entrer dans l'activisme. Donc face à tous ces périls, il y a le chemin de la lutte, de l'engagement, de la prise de parole. Pour arracher une vie meilleure. Pour arracher cette vie meilleure, et on va l'arracher. Et justement, on peut te soutenir parce que le livre sort uniquement le 28 août. Alors, le livre sort le 28 août en librairie, mais en attendant, il y a une précommande sur KissKissBankBank. Donc, si vous tapez Arrachons une vie meilleure et Thibaut sur KissKissBankBank, vous le trouvez facilement et vous pouvez le précommander. D'ailleurs, je pense que dans cette vidéo, il y aura également le lien en description. Et c'est assez important, effectivement, de le précommander pour celles et ceux qui le peuvent, parce que moi, mon engagement, il me vaut une répression assez forte, comme beaucoup de camarades. Là, je suis empêtré dans une affaire avec Jordan Bardella. J'étais hier au commissariat et je suis accusé. On me reproche, je suis poursuivi, je suis accusé de menaces de crime ou délit contre un élu public, en l'occurrence contre Jordan Bardella, simplement pour avoir rappelé que le fascisme est une menace à éradiquer. Et comme on vient de le dire, j'en sais quelque chose de par mon histoire personnelle. Donc pour avoir dit ça, je suis traîné dans un commissariat, donc j'attends de voir ce que le parquet va dire à ce sujet. Et puis également, j'ai une affaire, le 9 août, j'ai un procès au tribunal judiciaire de Paris, à Porte de Clichy, contre Emmanuel Macron, qui a déposé plainte contre moi pour menace de mort suite à ce que je vous ai raconté concernant mon intervention au salon de l'agriculture, le rappel historique que j'ai pu faire. Donc face à tout ça, il y a beaucoup de frais, il y a aussi la nécessité de soutenir mes avocats qui jusqu'alors me soutiennent gratuitement, bénévolement. Donc précommander ce livre, c'est un geste militant, c'est un geste de solidarité si vous pouvez le faire. Vous avez le lien en description. Et puis de toute manière, à partir de septembre, lorsqu'il sortira en librairie le 28 août, il y aura tout un tas d'échanges un peu partout en France pour continuer à consolider ce maillage. Et d'ailleurs, dans la précommande aussi, je le précise, KissKissBankBank, sinon je vais me faire engueuler par mes amis, il y a tout un tas de paliers, et plus il y a de livres qui sont précommandés, plus il y a des projets qui vont être soutenus, notamment à partir de 1000 bouquins précommandés, il y aura un livre audio, à partir de 1500, il y aura la réalisation d'un documentaire qui s'appellera Sur le chemin de celles et ceux qui luttent, et qui permettra d'aller filmer et de mettre des images sur toutes les expériences qui existent un peu partout en France, qui montrent que des modèles de résistance existent. Merci beaucoup, Richie. Merci Thibaut. beaucoup, Amina. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses en peu de temps. Mais et le on message laissera est passé. Découvrir aussi voilà, justement dans ton livre qui se lit très rapidement et qui en tout cas on a bien résumé. J'espère qu'on a donné envie aux téléspectateurs de le lire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.